Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le premier webinaire de Get Ready Préparation au voyage. Donc je m'appelle Marine Meunier, je suis la fondatrice de Get Ready Préparation au voyage. Je suis ravie de vous accueillir en ligne pour la première fois, accompagnée de Margot. Je vais juste vous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est que Get Ready Préparation au voyage, sur qui je suis et pourquoi ce projet, et puis on rentrera directement dans le vif du sujet avec Margot, notre invitée du jour, qui nous parlera du nomadisme digital ou digital nomadisme, voilà, de ce que ça veut dire, de quels sont finalement les biais qu'il peut y avoir quand on pense à ce mode de vie. Donc pour résumer, comme je l'ai dit, je m'appelle Marine, je suis formatrice depuis quelques années dans le domaine de la préparation au voyage, préparation au départ plus spécialement pour les humanitaires dans un premier temps, donc des personnes qui partent sur des zones un petit peu compliquées, dans des contextes potentiellement un petit peu tendus. Et en fait, tout mon apprentissage que j'ai fait sur ce sujet-là, aujourd'hui, j'ai souhaité le mettre à disposition des jeunes voyageurs, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas des gens qui partent un petit peu avec leur sac à dos parcourir le monde. Donc Get Ready, ce sont des webinaires en ligne dont cet épisode est le premier, mais pas seulement en fait. Get Ready, ce sont aussi des formations ou des stages plus précisément présentiels. C'est-à-dire que régulièrement, avec un groupe de formateurs et un groupe de participants, on se retrouve en fait dans un gîte, pour le moment situé en Bourgogne, mais potentiellement ailleurs en France dans quelques temps. On travaille en accompagnant les participants à préparer leur voyage. Donc voilà, c'est une petite bulle où on discute à la fois des rêves de chacun, des aspirations, des contraintes, des challenges, et puis surtout où on distille avec bienveillance des outils pour préparer le voyage. Donc ça va de l'itinéraire au budget, aux questions administratives et d'assurance, potentiellement également aux risques de santé, puisqu'on a un infirmier diplômé d'État qui est là sur les formations, la sécurité en voyage également, les premiers secours, les bases des premiers secours. On va aussi parler autonomie en nature, donc pour les gens par exemple qui sont particulièrement intéressés par les treks, comment s'orienter avec une carte, comment trouver de l'eau, comment positionner son abri, sa tente, etc. Comment bien s'équiper. Et puis on va aussi parler de mécanique automobile pour les gens qui envisagent de louer un van par exemple et de partir en road trip, ou un scooter, voilà. Et puis également un module sur l'interculturalité, c'est-à-dire la rencontre avec des populations qui ont des référentiels de valeurs potentiellement différents. Et puis le choc du retour également, qu'est-ce que ça signifie partir et qu'est-ce que ça signifie rentrer. Donc voilà, donc Get Ready, c'est tout ça. Je partagerai avec vous à la fin de ce webinaire quelques ressources supplémentaires, quelques liens si vous souhaitez en savoir plus sur les stages. Trêve de blabla sur Get Ready, on va maintenant parler avec Margot. Donc Margot, en fait, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques temps et que je trouve très inspirante, d'où cette invitation. En fait, Margot a fait un voyage. Elle nous parlera un petit peu de son parcours. Elle a fait un voyage, un petit tour du monde, un tour du monde. Et, euh, et puis en cours de route, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle vibrait pour certaines choses. Elle est revenue à Paris, elle a repris un travail qui lui plaisait à Paris, mais il y avait quelque chose qui sonnait faux. Et elle a décidé d'écouter ses aspirations et de construire un petit peu sa vie de rêve. Et c'est pour ça qu'elle a quitté Paris, la région parisienne, l'année dernière pour aller s'installer sur la belle Bali, pour réaliser finalement toute son activité, son projet professionnel depuis là-bas, sous les palmiers, sous les cocotiers, en réalisant finalement les activités qui la faisaient vibrer. Tout ça pour vous dire que Margot va nous partager beaucoup d'elle aujourd'hui et j'espère qu'elle vous apportera des réponses pour vous qui, si vous êtes là, vous posez des questions probablement aussi sur le nomadisme digital et la possibilité de travailler de là où on souhaite partout dans le monde, que ce soit de Bali ou d'ailleurs. Margot, je te laisse la parole.
Donc oui, je suis à Bali et je suis ravie de pouvoir vous parler un peu de mon cheminement parce que enfin, voilà, je communique pas mal sur ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant et je reçois beaucoup de messages de gens qui se posent vachement de questions aussi, qui se sentent pas forcément super bien dans leur boulot et qui aspirent à autre chose. On parle beaucoup aujourd'hui d'épanouissement personnel, de mission de vie. Euh, voilà, de choses qui font sens et beaucoup de gens aujourd'hui dans des modes de travail salariés classiques en entreprise se retrouvent à se poser beaucoup de questions. Et aujourd'hui, bon, le contexte économique est en train de changer. Mais voilà, c'est encore assez nouveau et je pense que on a finalement peu d'alternatives aujourd'hui, si ce n'est un peu se débrouiller par nous-mêmes pour créer une boîte ou devenir freelance, c'est un peu les deux seules alternatives. Et encore, on sait tous que c'est un peu la galère, notamment en termes de garantie financière, etc. Donc c'est pas toujours évident de se lancer. Ça demande, enfin voilà, moi les gens auxquels je suis confrontée tout le temps, ils me disent qu'est-ce que tu es courageuse, waouh, c'est génial ce que tu as fait, mais comment tu as fait, comment tu crois que je pourrais faire, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est, voilà, par quoi tu es passé et tout. Et donc, du coup, je trouvais ça enfin, cool de pouvoir faire part de mon expérience, apporter aussi des modes d'emploi, parce que franchement, c'était un peu la galère, surtout au niveau administratif. Et franchement, moi, quand j'ai commencé, il y a peu de gens qui communiquent là-dessus en France. Il y a beaucoup de digital nomades dans les pays anglo-saxons, mais pas en France. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu essuyé les plâtres, entre guillemets. Donc, si ça peut servir à d'autres gens, tant mieux. Et voilà. Donc, du coup, si vous êtes là, c'est que certainement vous vous posez aussi des questions par rapport à ce que vous faites, ce que vous aimeriez faire et que mon mode de vie potentiellement vous donne envie. Donc, euh, donc voilà, je vais vous raconter peut-être un peu déjà par quoi je suis passée. Donc moi j'ai un profil classique vraiment voilà, j'étais super bonne élève à l'école, j'ai fait un bac avec mention, une prépa littéraire Hippocagne à Paris, après j'ai intégré Sciences Po Lyon, je me suis spécialisée en communication corporate institutionnelle. Et puis j'ai enchaîné les stages, mémoire de fin d'études, sans trop me poser vraiment les questions sur qui suis-je vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment faire, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous apprend à faire à l'école en fait. On nous apprend à choisir un métier, on te forme et trouve un CDI quoi. Donc c'est ce que j'ai fait comme tout le monde finalement. Et puis donc j'ai signé mon CDI. Et je me suis retrouvée devant mon ordinateur dans un bureau avec mon collègue, on était un binôme. Et en fait, très rapidement, je me suis sentie hyper mal, quoi. Je me suis dit, en fait, ça fait des années que je trime en cours pour avoir finalement trouvé le Graal, parce que le CDI, c'est un peu le Graal, enfin, c'est un peu en train de changer, mais je veux dire, on est tous un peu comme ça. Le CDI, ouais, j'ai signé un CDI, c'est le truc de fou. Et puis finalement, je me suis dit, tout ça pour ça, quoi. Donc à ce moment-là, c'est un peu compliqué parce que finalement, tout ce qu'on t'a appris, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a fait miroiter, tu te rends compte que c'est pas du tout ce qui te correspond, ce qui te rend heureux. Alors au début, moi je me suis dit, bon, Margot, t'as enchaîné, t'as jamais trop pris de temps pour toi, tu nous fais un petit pétage de câble, pars en voyage et puis quand tu reviens, ça ira mieux, t'auras grandi, t'auras pris en maturité, tu te sentiras mieux au travail et tout. Donc j'ai fait une première rupture conventionnelle au bout de la première année de CDI. Je suis partie donc faire un tour du monde de 8 mois. L'idée c'était de partir un peu à la découverte de qui j'étais, tout en vivant un peu mes passions qui sont du coup les tropiques et le surf, si vous n'avez pas encore compris. Donc j'ai fait Thaïlande, Bali, Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaï, Californie, Costa Rica et Amérique latine. On est parti jusqu'en Patagonie, on est revenu sur Buenos Aires et après on est rentré. Et donc ça a été l'occasion pour moi de lancer un blog où je racontais un peu mon voyage. Je voulais me réorienter dans le sport en fait parce que bon, Sciences Po, c'était pas du tout du lifestyle et tout. Et finalement, je pense que c'était aussi cet aspect un peu trop sérieux corporate qui me plaisait pas des masses. Donc je me suis dit, bon, quitte à trouver un truc qui soit entre les deux, je peux peut-être trouver un boulot dans le sport, ce qui me plaît, et puis apporter mes compétences, mon diplôme, mon expertise, enfin voilà, trouver un juste milieu en fait. Et donc j'en ai profité pour faire pas mal d'interviews sportives, des trucs comme ça. J'ai testé tel sport, que je me suis éclatée en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait c'est trop génial de faire ça. J'ouvre mon ordi, j'écris mes articles, je fais mes interviews par téléphone ou par mail, je prends des photos, je les retouche, je poste mes articles, je réponds aux commentaires, je poste sur les réseaux sociaux, j'interagis. Je trouvais ça trop cool et en même temps, c'était du travail plaisir. Et à côté de ça, j'avais ma petite vie où j'allais dans les cafés travailler, où j'allais surfer, où j'allais me faire mon cours de yoga. Je me disais, mais putain, mais ça, c'est un mode de vie de rêve, quoi. Et du coup, bon, à l'époque, c'était pas du tout
le digital nomadisme n'était pas du tout quelque chose qui était connu. Donc pour moi, c'était impossible de pouvoir vivre comme ça. Donc je suis rentrée à Paris et j'ai classiquement repris un job normal. Donc CDI en entreprise, bon, c'était dans le sport, pour le groupe GoSport. Mais voilà, donc j'étais à la DIRCOM, responsable de la com interne. Et j'ai repris cette espèce de rythme. Alors là, en plus, c'était encore pire que mon premier taf. J'avais une to-do list pas possible. Je faisais du 8h30, 19h tous les jours, pause déj devant l'ordi, à bouffer comme ça ma salade parce que il fallait que je produise, quoi. Et même si c'était passionnant, clairement, c'était je bosse pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc toute mon énergie, toutes mes idées, toute ma créativité, mon expérience, tout ce que je suis, finalement, c'est au service de quelqu'un d'autre, du lundi au vendredi, de 8h à 19h tous les jours, en présentéisme, donc dans un bureau horrible d'Alfortville, à côté de Paris. Enfin, voilà, donc aller en banlieue tous les jours, prendre le métro blindé, enfin voilà, le quotidien du monde du travail parisien, quoi. Et puis du coup, tout le reste, quoi, le fait qu'on met tellement d'énergie en fait dans nos tafs que le soir on est crevé, donc on s'écoule devant la télé ou machin. Le week-end, on a envie de décompresser, donc on consomme. Enfin moi je consommais grave, quoi. C'était shopping, resto, week-end par-ci par-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une vraie fuite en avant parce qu'au final, il n'y avait rien qui me nourrissait vraiment, qui me faisait vraiment vibrer là-dedans. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé pas à sombrer, mais je pense que j'étais proche du burn-out parce que je trouvais plus de sens à ma vie, quoi. J'étais plus épanouie, j'étais plus moi-même, je savais plus qui j'étais, en fait, parce que je travaillais dans un endroit où quand même dans une entreprise, faut quand même jouer un peu un rôle entre guillemets, parce qu'on a un titre, on a des responsabilités, des missions, des projets, donc il faut être pro. Moi, je suis très spontanée, donc j'avais vachement de mal et je ne voulais pas trop au moule, mais bon, voilà. Et puis voilà, quoi, l'entreprise, quoi, la pause café, les gens déprimés le lundi, ça va comme un lundi. Arrivé en milieu de semaine, plus que 2 jours avant le week-end, à toujours parler, ce week-end, je vais ici, je vais là, les vacances. Et en fait, je me disais, mais c'est horrible, quoi, de passer 40 ans comme ça, à être du lundi au vendredi à moitié déprimé parce que tu es au travail. Et puis finalement, passer ta vie à te réjouir du week-end. Et je me suis dit, mais non, quoi, franchement, c'est juste pas possible, quoi. Et en fait, dans toutes mes expériences en entreprise, ou en agence de com, ou dans des grosses boîtes, ou dans des startups, c'est exactement la même chose. Et je me disais, mais c'est tellement lié au mode de fonctionnement, en fait, parce qu'en vrai, là, si je pouvais prendre mon ordi, aller travailler ailleurs avec d'autres gens qui font un peu les mêmes trucs que moi, qui sont sur les mêmes domaines, peut-être aller à des conférences, apprendre d'autres choses, apporter plus d'idées, avoir plus d'esprit d'initiative, ça me plairait vachement plus déjà. Mais bon, dans l'état actuel des choses, c'était impossible de faire ça. Donc voilà. Donc clairement, le présentéisme m'a tué, entre guillemets. Et je me suis retrouvée un soir avec mes 2 meilleurs potes qui m'ont dit, bon là Margot, ça va pas, on sent que t'es hyper malheureuse, t'es complètement éteinte, on te reconnaît plus, tu rigoles plus comme avant, t'es plus là, quoi. C'est vrai que ta vie ne t'appartient plus, quoi. Et en fait, j'avais déjà en moi cette espèce d'envie d'entreprendre qui montait, cette envie de voyager, de retourner en voyage. Ce mode de vie sous les tropiques que j'avais eu à Bali pendant mon tour du monde qui m'avait trop plu, ça me travaillait vachement intérieurement. Et je me suis dit, bon, là, de toute façon, j'en peux plus. Donc, avant de péter un plomb, je fais une rupture conventionnelle. Il me reste 1 an de chômage et je me casse à Bali. Et on verra bien. Donc en fait, j'avais aucun plan, mais vraiment 0 plan. C'était juste le mode survie qui était enclenché. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir signer une rupture conventionnelle. J'ai fait mes 3 mois de fin de taf, quoi, pour partir bien. Et puis, je suis montée dans l'avion. Et alors là, trop bizarre, quoi, soulagement de dingue. L'avion décolle, je fonds en larmes de soulagement, alors que tout le monde m'a dit, mais c'est ouf, tu pars, tu connais personne, tu pars pour une nouvelle vie, tu sais même pas quand tu rentres, tu sais même pas ce que tu vas faire. J'étais là, ouais, mais en fait, je sais que c'est la bonne direction, je sais que c'est là qu'il faut que je sois, quoi. Et pourquoi Bali? Déjà parce que mon tour du monde m'avait vachement plu, le Bali m'avait vachement plu, je m'étais vraiment sentie comme chez moi. Et puis c'est la plus grosse concentration de digital nomade au monde, donc je me suis dit, bon de toute façon, j'ai tout à apprendre, autant que j'aille à l'endroit où il y en a le plus, je rencontrerai des gens et ça va certainement me donner des indications. Donc voilà, je suis partie. Très très vite, je me suis fait des amis. Il y a beaucoup de Français ici, c'est pas si compliqué, quoi, honnêtement. La vie est pas chère, on trouve des logements hyper facilement. Enfin, tout est plutôt facile. Donc m'y installer n'a pas été trop compliqué, si ce n'est des histoires de visa et tout qu'il faut quand même anticiper. Et puis 4 mois après, je crée mon statut de micro-entrepreneur.
avec une énorme pression parce que dans ma tête, c'était juste impossible de rentrer, d'échouer déjà et de devoir rentrer à Paris pour reprendre le mode de vie que j'avais quitté dans un état lamentable. Donc voilà, donc là c'était vraiment le défi 2018, ça a été de pouvoir bosser depuis Bali, en ligne, à faire ce pourquoi je suis compétente, donc de la com, du marketing digital, et trouver des clients en France, parce que bosser en anglais, moi c'était pas possible, tout l'aspect rédactionnel et tout, je me sens pas capable de le faire, mais bon après tout dépend de la personne. Et de pouvoir me rémunérer, rémunérer mon mode de vie ici en ayant un taf qui me plaise, quoi, et qui fasse sens. Donc c'était beaucoup d'un coup parce que en gros, je me suis mise en freelance. Donc déjà, je pense que quand tu es en France et que tu te mets en freelance, c'est pas forcément évident non plus de changer comme ça de mode de vie, du salariat au mode de vie freelance, parce que ça implique plein de choses au niveau administratif. Et puis bon, faut trouver tes compétences, faut réussir à les vendre, faut te créer des profils sur tous les sites de freelance, faut faire du réseautage, LinkedIn, recontacter des gens qui t'ont bossé par le passé, vraiment bien délimiter ton offre, pourquoi je suis compétente, pourquoi je pourrais être payée, qu'est-ce que je peux apporter aux entreprises, qu'est-ce qui me ferait plaisir d'apporter aux entreprises. C'est pas mal de questions que tu te poses en fait à ce moment-là, mais finalement c'est bien parce que ça te permet de déterminer tes qualités, ce pourquoi tu es un peu moins doué dans le boulot, ce que tu peux vraiment, quelle peut être ta valeur ajoutée pour des entreprises. Et en fait, sur tous ces sites de freelance, ce qui est cool, c'est qu'il y a énormément de petits entrepreneurs, donc des gens qui lancent des projets, qui ont besoin de quelqu'un pour les accompagner dedans, faire un peu la promo sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Et je me dis, en fait, c'est nickel parce que j'ai pas trop de pression, c'est des petits entrepreneurs. Je commence avec eux, je vois comment ça se passe, et puis si ça se passe bien, tant mieux. Si je me plante, encore une fois, tant pis, j'aurais essayé, quoi. Vraiment, mon mindset à ce moment-là, c'était du test and learn complet, parce que quand tu as été en entreprise sur des tafs très institutionnels, passer directement au lifestyle sur du marketing digital, en n'ayant jamais vraiment fait, franchement, ça a été dur parce que faut quand même avoir un peu confiance en soi et avoir un peu le courage de se lancer en se disant je peux y arriver, il n'y a pas de raison. Donc voilà, il faut se forcer un peu, quoi. Mais au final, on apprend. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que je trouve qu'en entreprise, on n'a pas ce réflexe-là parce que il y a les formations qui sont dispensées par l'entreprise et puis on n'a pas tellement le temps en fait d'aller se nourrir. Mais quand on est freelance, on a cette chance de pouvoir se libérer des plages horaires sur la journée, des moments où on est encore assez énergique, on est encore assez pour aller chercher des infos, acheter des e-books, faire des petites formations en ligne, regarder des tutos sur YouTube, des machins. Et lire, ça j'ai recommencé à lire ce que je faisais plus du tout quand j'étais en entreprise parce que j'arrivais le soir, j'avais qu'une seule envie, c'était d'allumer un film. Voilà quoi, plateau télé, laissez-moi tranquille. Et du coup, ça c'est génial parce que c'est hyper nourrissant, quoi. Donc à la fois j'ai cet aspect formation que je fais toute seule et en même temps un taf où je fais plein de choses différentes et qui me plaît vachement. Et en plus, j'avais aussi le double challenge de devoir dire à mes clients, en fait, je vis à Bali, donc en fait, on va pas se voir, et puis en fait, je suis pas dispo de telle heure à telle heure, et voilà, donc ça aussi, c'était quand même un stress. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai commencé à Paris. Je suis restée 2 mois à Paris, je suis rentrée entre-temps, du coup, pour vraiment installer mon activité. Et du coup, le temps, de connaître le client, que tu commences à bosser, il te fait confiance, il sait que tu es organisé, rigoureux, machin. Il se dit, OK, on teste quand tu es à Bali, voir comment ça se passe. Et puis en fait, ça s'est très bien passé. Et même eux se surprennent parce qu'ils ne sont pas habitués du tout. C'est pas du tout dans les modes de travail encore, de bosser avec des gens qui sont ailleurs. On voit bien que les entreprises, d'ailleurs, ont beaucoup de mal avec le télétravail, donc, ce qui est complètement idiot, mais bref. Et en fait, ils se surprennent à dire, en fait, ça marche hyper bien, on communique hyper facilement, tout est nickel et tout. Donc, franchement, c'est cool. Et c'est cool aussi, du coup, de leur prouver à eux que on peut travailler différemment. Et je pense que tout ça, c'est en train de prendre un peu de l'ampleur partout en France, dans les boîtes, et que ça va converger vers une libération du monde du travail qui est hyper prometteuse, quoi, parce que du coup, ça fera des gens tellement plus motivés, tellement plus créatifs, tellement plus à prendre des initiatives à faire ce qu'ils aiment. Et quand on fait des choses avec le cœur, mine de rien, on est tellement plus efficace et productif, et on fait du super boulot, quoi, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et ça n'a pas de prix, quoi. C'est génial, en fait. Donc voilà. Après, c'était le thème du webinaire, c'était entre mythes et réalité. Donc les mythes, c'est que c'est un mode de vie qui fait beaucoup rêver. Moi, ça m'énerve parce que je vois passer 10 000 photos sur les réseaux sociaux de ces digital nomades qui se prennent en photo. Je le fais aussi, hein, mais au bord de la piscine. On a l'impression qu'ils font tous au bosser, quoi. Et en vérité, c'est énormément de boulot, quoi.
Enfin, moi, j'ai 5 clients, j'ai une marque de yoga. Là, je me lance sur un nouveau projet de bikini. Enfin, j'ai l'impression que je travaille tout le temps, en fait. Et limite, je tombais dans le piège inverse, c'est-à-dire que du coup, comme mon emploi du temps n'est plus délimité par des horaires de bureau, bah, je me retrouve à bosser le week-end, la nuit, le matin tôt. Enfin, en fait, je suis complètement soumise à ma propre... bah, quand j'ai envie de travailler, je travaille, quoi. Quand il faut que je travaille, je travaille. Et du coup, mine de rien, il faut quand même aussi savoir s'arrêter parce que cet été, par exemple, j'étais usée, quoi. J'étais enfin, vraiment crevée. Et d'ailleurs, ma mère m'a dit t'es pas partie à Bali pour nous faire un burn-out? Et elle avait complètement raison. Après, bon, je me suis foutu la pression aussi au début parce que j'avais vraiment envie de réussir à être indépendante financièrement et à réussir ce challenge de pouvoir devenir indépendante et digital nomade et tout. Et voilà, mais c'est vrai que maintenant, je me force à couper. Alors, le dimanche, je travaille pas. Et sinon, j'essaie de me faire les sunsets le soir à la plage pour couper vraiment. Enfin, voilà, de m'organiser de manière à pouvoir pas tomber dans les effets un peu néfastes du freelancing. Et aussi, je trouve qu'il y a aussi un autre défi, c'est quand tu as été salarié toute ta vie, bah, tu as ce truc de tu es un peu obéissant, quoi. C'est-à-dire que le client veut un truc, tu dis oui. Moi, j'ai du mal à dire non. Et en fait, quand tu es freelance, il faut apprendre ça aussi parce que sinon, bah, tu as vite fait de faire beaucoup plus que ce pourquoi tu es payé. Et ça, c'est pareil, c'est pas bien, quoi. Donc c'est quand même beaucoup d'apprentissage. Et puis après, il y a énormément d'administratif, ça ne faut pas se le cacher aussi, c'est énorme, quoi. Enfin, quand tu es salarié, tout est fait par l'entreprise, tu n'as pas grand-chose à t'occuper. Là, tu vois, pardon, c'est critique de langage. Bah, c'est toi qui fais tes factures, faut calculer les taxes que tu vas devoir à l'URSSAF, tes impôts. Pareil, tu dépends plus, au niveau médical et tout, tu dois payer ta propre mutuelle. Enfin, tous ces trucs-là, c'est à anticiper. Il faut que tu fasses tes déclarations mensuellement. Enfin, voilà, donc ça, enfin, voilà, faut aussi l'intégrer à ton organisation. C'est toi qui fais tes propres factures, donc tu calcules tes prestations. Il faut se rappeler des dates, des machins. Enfin, voilà, donc c'est un peu d'administratif. Moi, je suis très allergique à l'administratif, donc j'ai un peu galéré, mais bon, aujourd'hui, en fait, c'est des réflexes qu'il faut intégrer. À partir du moment où on les a intégrés, ben, ça se passe plutôt bien. Est-ce que ce mode de vie est vraiment fait pour vous? Ce que je m'étais noté aussi, parce que y a beaucoup de gens qui envient en fait ce mode de vie en disant ouais, c'est trop génial, tu voyages, t'es sous les palmiers, il fait chaud, etc., etc. Après, clairement, j'ai pas la même vie que mes potes en France, quoi. Je veux dire, je suis hyper instable, mine de rien, parce que je suis en mouvement bah, à peu près tout le temps. Je rentre en France tous les 3 mois. Je suis assez seule aussi, je travaille seule beaucoup. Même si j'ai d'autres potes digital nomades, ben, ils sont pas du tout sur les mêmes projets, donc pour échanger, c'est difficile. Donc il faut quand même être prêt à passer du temps tout seul, quoi. Tu voyages, donc bah, c'est pareil, il faut gérer toute la partie de voyage, donc les visas, les assurances voyage, le logement sur place, les machins, les trucs. Donc double peine administrative, j'ai envie de dire. Voilà, et puis bah, en fait, où est-ce que tu vas, quoi? Qu'est-ce que tu construis? Avoir une relation de couple, bah, c'est aussi compliqué. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont difficiles. Et puis il y a aussi la partie salaire, c'est-à-dire que bah, quand j'étais à Paris en entreprise, je gagnais 3 000 € par mois net. Là, je suis à 1 700. Bon, pour Paris, ça va parce que bah, le niveau de vie est moins cher. Et voilà, et puis du coup, comme j'ai plus cette espèce de besoin de compenser par aller chez Zara, claquer 150 balles en sortant du boulot parce que j'en peux plus, mine de rien, il y a des frais que je n'ai plus par rapport à ça aussi. Mais voilà, il y a aussi l'aspect financier, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, tu fais une croix sur un peu tout cette espèce de mode de vie socialement intégré en France, de j'ai mon CDI, j'achète un appartement, j'ai un crédit sur 20 ans, j'achète une voiture, j'achète ci, j'achète ça. Enfin, je construis ma vie et puis à tel âge, je fais des enfants. Là, moi, clairement, je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas où je serai dans un an. Et mine de rien, cette incertitude-là, elle ne convient pas à tout le monde. Et je sais que j'ai des potes qui me disent moi, je ne pourrais pas faire comme toi, quoi. Même si je t'admire, je ne pourrais pas faire comme toi. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'il faut être prêt à faire. Après, tout dépend de en fait, quelles sont vos valeurs prioritaires. C'est-à-dire que moi, bah, ma valeur prioritaire dans ma vie, c'est la liberté. La liberté de mouvement, la liberté de bah, voilà, faire ce que je veux quand je veux, à l'heure que je veux, d'être où je veux, avec qui je veux. Et en fait, du coup, pour moi, ça n'a pas de prix, alors que pour d'autres personnes, ça va être la stabilité, le confort, la sécurité financière, familiale,
La routine aussi, avoir une routine stable parce que voilà, il faut des repères, il faut voilà. Et moi j'aime bien quand ça bouge tout le temps, j'aime bien le changement, j'aime bien, je me lasse très vite. Et je pense que du coup c'est aussi lié à des tempéraments, ce mode de vie. Euh, et voilà. Après, vous pouvez aussi très bien le faire d'une autre manière. Vous pouvez très bien être digital nomade en France, rester chez vous. Bon, là, c'est plutôt devenir freelance que être digital nomade. Mais je pense qu'à partir du moment où tu peux travailler d'où tu veux, tu peux te réclamer de ce statut. Voilà. Et après, sinon, je voulais aussi vous parler des peurs qui empêchent les gens en fait de se lancer là-dedans. Et ça revient un peu sur ce côté un peu le schéma classique, ce qu'on est socialement fait pour, enfin, ce qu'on nous a socialement appris comme étant les priorités. Moi, je parle avec beaucoup de gens du coup qui ont envie de sauter le pas, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de ne pas être assez compétents. Ils ont peur de ne pas gagner d'argent, enfin, de prendre le risque de quitter un travail pour finalement se retrouver face à un échec. Et de devoir du coup galérer à retrouver machin. Ils ont peur de ne pas gagner assez d'argent, donc du coup de perdre leur confort de vie, la sécurité financière, etc. Pour ce qui est de l'étranger, ils ont peur de se retrouver tout seuls, ils ont peur de ne pas trouver de logement. Et c'est des peurs, je dirais presque primitives en fait, parce que c'est tes besoins en tant qu'humain. Tu as besoin d'être entouré, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de confort, tu as besoin de tout ça. Et clairement, en fait, faut réussir à dépasser toutes ces peurs-là parce que finalement, même si c'est difficile, c'est ce qui vous motive au plus profond de vous-même. Donc, quoi qu'il en soit, vous serez au bon endroit à faire les bonnes choses au bon moment et tout va se débloquer tout seul, quoi. Et même si, bah oui, vous allez gagner un peu moins d'argent au début, même si, oui, il y a potentiellement un risque d'échec, etc., bah, tout est bon à prendre, quoi. Et même si vous allez galérer, vous allez vous prendre un mur à un moment donné sur quelque chose, bah, vous aurez déjà tellement appris de ce changement que vous aurez initié, vous serez tellement posé des questions sur qui vous êtes, sur ce qui vous anime, ce que vous faites, ce qui fait sens pour vous. Parce que c'est pareil, vous pouvez choisir vos clients. Aujourd'hui, je bosse pour des gens qui ont envie de. Enfin, c'est surtout sur des engagements écolos. C'est le contexte en ce moment qui est très propice à ça. Mais du coup, je pourrais plus travailler pour une entreprise. Par exemple, je bossais pour Gosport, les fringues faites au Bangladesh ou je sais pas où, vendues à petit prix en low cost. Enfin, non, je peux plus faire ça. Donc là, je travaille avec des petits entrepreneurs qui font, par exemple, il y a du café éthique qui est fait par des petites fermes au Nicaragua, machin et tout, qui s'engagent sur la fin du plastique à usage unique, enfin plein de trucs comme ça. Et là, en fait, tu as vraiment envie de te lever le matin et de travailler parce que tu as l'impression d'œuvrer pour une cause qui est plus grande que toi et qui fait sens. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de digital nomades aujourd'hui. Excusez-moi, c'est peut-être un peu décousu, mais les idées me viennent au fur et à mesure. Beaucoup de digital nomades aujourd'hui dont la priorité numéro 1 est de gagner de l'argent. Alors c'est sûr, c'est la priorité numéro 1 parce que sinon vous ne pouvez pas vivre. Mais du coup, ils réfléchissent pas à plus loin, quoi. Et je trouve ça hyper dommage quand on a commencé à initier ce changement de vie et à se trouver soi-même, de s'arrêter à ça. J'ai beaucoup de potes qui font par exemple des sites e-commerce en lien avec la plateforme AliExpress. Donc ils font du fric, mais ils vendent de la merde. Donc, et voilà, et pour faire quoi au final faire la teuf à Bali tous les soirs, machin et tout. Je me dis, mais en fait, c'est quoi le sens de ta vie quoi, quand tu fais ça? Donc certes, tu es digital nomade, certes, c'est cool, mais en vérité, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça te fait grandir? Est-ce que ça te fait évoluer? Quel est ton projet? euh, donc voilà, c'est aussi des questions que je me pose en ce moment sur un peu aussi le travail, quoi. Que ça fasse, je pense que c'est hyper important que ça fasse partie de nous-mêmes et qu'à partir du moment où on a commencé à se poser la question sur le digital nomadisme, ben, on se rend compte que dans notre vie, il y a un avant, où on a suivi les rails, et un après, où on s'est posé la question de qui on était et vers quoi on voulait tendre et quelles étaient nos valeurs et qu'est-ce qui était important pour nous. Et je trouve que du coup, c'est un mode de vie où le perso et le pro sont tellement entremêlés que du coup, on ne peut plus faire de compromis, quoi. Et, euh, et ça permet vraiment de s'ancrer soi-même, je trouve. Enfin, je me sens vachement mieux, moi, depuis que j'ai ce mode de vie-là, parce que j'ai l'impression que tout est un choix, et un choix pensé et assumé. Et aussi, ce qui est génial, c'est l'agilité, parce que je me dis, demain, j'en ai marre d'un client ou j'ai envie de faire autre chose, bah, je lui dis, bon, bah voilà, terminé, je travaille plus pour toi, parce que pour telle raison, et puis voilà. Et puis, je peux lancer un autre projet, et un autre projet, et voilà. Et faire à la fois des missions de freelance, à la fois de l'entrepreneuriat.
Et c'est ce qu'on appelle les slashers. Vous avez certainement entendu parler de ce mot. C'est des gens qui cumulent plusieurs activités en même temps. Et ça, c'est top aussi parce que ce mode de vie-là vous permet vraiment de le faire. Et c'est super chouette en fait, parce qu'on est tout le temps en train de se poser 1000 questions, d'avoir 1000 idées. On en parlait avec Marine tout à l'heure. Et de lancer des trucs dans tous les sens. Et c'est hyper cool parce que du coup, on teste plein de trucs. Et puis on retient ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Et ça nous fait avancer constamment, quoi. On est dans une itération constante de soi-même, ce qui est vraiment cool. Voilà, je crois que j'ai fini pour mon topo qui a duré un certain temps. J'espère que c'était pas trop bourrine. Voilà. Merci Margot. Non, je pense que c'est bien comme ça permet aussi de resituer et de lancer quelques pistes de questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez le choix. Soit vous tapez dans les questions-réponses, soit vous activez votre micro si vous le souhaitez. Puis on va prendre vos questions à Margot, puis elle va vous répondre au fur et à mesure. Merci, c'est trop gentil. En plus, j'ai pas l'habitude de parler comme ça dans un ordinateur. J'ai personne en face de moi, donc c'est pas évident. Et puis, je suis un peu timide en vrai. Alors voilà, mais si ça vous motive, tant mieux. Hello. Donc nous, on est deux derrière le micro, Noriane et Jérémy. On est un couple de développeurs web et on voudrait partir d'ici juillet à peu près. Ouais. On est tous les deux en free. Moi, ça fait un peu plus de 4 ans. Et on voudrait savoir ce qui est mieux d'après toi entre se déclarer expat, sachant qu'on part pour une durée indéterminée, ou garder une adresse en France par rapport aux impôts, la sécu, l'administration de manière générale. Moi, je serais vous, je garderais le statut en France au moins au début, parce que ça permet de garder, enfin voilà, si jamais vous décidez de revenir ou que, enfin pour le début en tout cas, ça peut être pas mal. Après, je sais pas trop ce que ça implique le statut d'expat. Ça, j'ai pas du tout exploré, je sais pas. Toi, t'as un statut en France, hein? Ouais, moi j'ai un statut en France et du coup c'est ça aussi, je l'ai pas dit, mais en fait ça me permet de rester dans le système français, donc d'avoir la sécu quand je rentre pour des frais médicaux, enfin pour les visites médicales d'une part, et puis surtout de cotiser pour la retraite. J'ai tous mes trimestres là, donc voilà, donc c'est chiant parce que je paye des taxes URSSAF assez importantes, mais en même temps je continue à cotiser et tout, et je suis pas en mode YOLO. Je sors du système et puis on verra bien ce qui se passe quand j'aurai 60 ans, quoi. Donc ça c'est plutôt rassurant aussi, je pense que c'est pas mal. Ok, mais du coup tu as un domicile en France? Je suis chez ma mère, quoi. J'ai l'adresse de ma mère. Mais bon, ça peut être chez des potes, c'est juste une adresse. Hein, donc, d'accord, ok. Ouais. Je pense que c'est en partie un petit peu une question qu'on a eu aussi de Emeline qui pose la question du visa. Est-ce que tu dois sortir tous les 2 mois? Le visa, c'est une galère de ouf en Indonésie. Mais bon, il y a un peu des agents qui vous proposent des choses. Alors, il y a le visa, il y a le social visa, où vous pouvez rester 6 mois sans sortir du territoire. Et vous avez le visa business, c'est celui que j'ai, qui vous permet de rester 3 mois. En fait, c'est 2 mois plus une extension. Donc, ça permet de rester 3 mois. Et comme moi, je rentre tous les 3 mois en France, ça me permet aussi de rester. C'est la meilleure option pour moi. Pour autant, tous mes potes qui ont des visas machin, dès qu'ils sortent du territoire et qu'ils reviennent à Bali et que l'immigration voit tous les tampons d'entrée sur le territoire, ils nous cuisinent un peu, quoi. Qu'est-ce que vous faites ici? Parce qu'en vérité, on n'a pas le droit de travailler en Indonésie. Donc c'est très très drôle parce que c'est le premier hub de digital nomade, mais en vérité, tu n'as même pas le droit d'ouvrir tes mails, même si tu es en vacances. Donc c'est compliqué parce que sur le long terme, c'est chaud, quoi. Après, il y a des gens qui font ça depuis 10 ans, ils sont installés là, ils font leur visa run, on appelle ça des visas run. Tu vas à Singapour ou Kuala Lumpur pour re-rentrer et renouveler ton visa. Et voilà, quoi. Mais en vrai, c'est pas la meilleure. C'est pas le truc le plus sécure, voilà. Mais bon, pour l'instant, ça va. J'ai fait un article sur mon blog sur tout comment vivre, comment rester longtemps en Indonésie. Du coup, si vous avez des questions précises par rapport à ça, je vous invite à aller le lire, et si vous avez d'autres questions, à me les poser après. Mais ouais, visa run à Singapour. Comment tu obtiens un visa business? Tu n'as pas le droit d'y travailler en tant que... En fait, le visa business, c'est pour les gens qui font des tractations avec l'Indonésie. Donc, si tu as des partenaires en Indonésie, par exemple, je ne sais pas moi, tu veux exporter des meubles, tu as le droit de venir à Bali pour signer un contrat avec un mec qui fait des meubles au bout de machin pour les exporter dans ton pays. En gros, c'est ça. Mais du coup, c'est hyper ponctuel, tu vois. Tu n'habites pas à Bali, tu viens pour le business. C'est ça, en fait, le visa business. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, ils ne vérifient pas du tout ce que tu fais.
Il n'y a aucune vérification, aucun justificatif à donner. L'Indonésie, c'est très simple, hein, tu payes, tu as ton visa. Donc voilà. Moi, comme je disais, comme je rentre tous les 3 mois, c'est le visa business. Après, mes potes qui habitent ici font aussi le visa, ça leur évite de devoir se taper l'avion tous les 2 mois ou 3 mois, quoi. Donc ça, si tu restes 6 mois sur le territoire, c'est plutôt cool, c'est mieux. Et en fait, l'agent de Bali te fait la lettre de sponsor. Tu as juste à aller à Singapour faire ton visa avec un agent sur une journée et puis c'est fait, quoi. Donc en fait, c'est un peu le pouvoir de l'argent, quoi. Tu payes, tu as ton visa et puis tu as le droit de rester, quoi. C'est un peu comme ça. Ensuite, j'avais une journée type dans la vie d'une digital nomade. En gros, je me lève un peu à la cool, ça dépend. Soit je mets mon réveil et je vais faire du yoga ou je vais faire du surf, soit je me réveille en mode tranquille. Alors ça, ne plus avoir de réveil, c'est tellement le kiff, c'est trop bien. Et du coup, comme la France se réveille à 16h, le matin, globalement, je suis assez tranquille. Donc soit je bosse de chez moi, soit je vais dans un café. Il y a beaucoup de cafés ici où on a connexion Internet. Je retrouve des copines aussi qui sont sur les ordis, c'est sympa. On se motive ensemble. Et après, j'ai un peu arrêté parce que c'est hyper bruyant. Enfin, il y a la musique tout le temps, les gens qui parlent et tout. Donc, vu que moi, j'ai quand même besoin de rédiger et tout ça, c'est pas forcément le top. Mais de temps en temps, c'est cool. Et puis, donc, généralement, ouais, je travaille de 10h à 17h non-stop. Et après, comme je vous disais, j'essaye de me libérer la tête. Je vais à la plage, voir le coucher du soleil. Et puis après, soit au petit resto, enfin, comme à Paris, en fait. C'est le soir, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Par contre, il y a beaucoup de fêtes à Bali et j'ai quand même pas mal de potes qui tombent un peu dans les travers, quoi. Et ça, faut faire un peu gaffe parce que c'est un peu la bulle et on a un peu l'impression que c'est les vacances, mais en vrai, tu as quand même une vie professionnelle à assurer. Après, Stéphanie, je ne suis pas issue de la com à la base, j'ai géré quelques blogs avec réseaux sociaux et j'adore ça. Comment se réorienter? Je te dis, hein, moi, c'était des e-books que j'achète sur. Je pourrais t'envoyer si tu veux des trucs que j'ai lus, que j'ai fait. Et après, c'est test and learn, quoi. Tu fais un peu toute seule, mais il y a tellement de ressources maintenant sur Internet que si tu as déjà une forte appétence pour ça, en vrai. Et puis tu sais, en fait, je me suis rendu compte que tu bosses pour des gens qui n'y connaissent rien. Donc en fait, ça marche, quoi. Enfin, et puis toi, tu apprends au fur et à mesure, tu prends aussi des automatismes et tout. Donc voilà. Ouais, Ouais. tu m'en. Pardon, je voulais juste faire juste un petit point terminologie. C'est vrai que là, en plus, Margot, toi, tu bosses dans la com et du coup, c'est quelque chose qui se fait très très bien au niveau du digital nomade puisque tu bosses de ton ordinateur. Mais finalement, il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire depuis un ordinateur. La majorité des digital nomades ici sont développeurs web, qui créent des sites web et tout ça. Et il y a beaucoup sinon de designers et de graphistes. Voilà, ouais. Il y a plein de boulot qui tourne autour de ça. Et moi, on en parlait avec Margot juste avant. Moi, j'ai un copain qui fait ça depuis 10 ans et qui travaillait dans l'informatique, donc développeur de logiciels, lui. Donc, qui n'était pas dans la com, mais à partir du moment où c'est un emploi qui peut se faire depuis un ordi avec une connexion Internet, finalement, c'est possible, quoi. Oui. Ouais. Et j'avais lu aussi un truc sur comment devenir digital nomade, parce que j'ai un peu regardé ce que font les anglo-saxons là-dessus. Et il y a aussi des gens qui proposent à leur entreprise, alors si vous n'avez pas besoin d'être en présentiel, potentiellement, peut-être votre patron peut vous autoriser à faire un peu de remote working comme ça. Enfin, après, ça se négocie, quoi, mais à voir. Et sinon, alors comment est-ce que tu fixes tes tarifs? Est-ce que tu signes des contrats de travail? Non, je facture. Je fais des factures mensuelles pour des missions, par exemple, community management d'un mois pour tel client, je fais au mois. Et comment j'ai fixé les tarifs? En fait, alors ça, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire que comme les gens n'y connaissent rien, ils ne savent pas tellement ce que ça implique en termes de charge de travail et tout. Par exemple, sur du, sur du social media, ils pensent que c'est poster une petite photo sympa avec une petite caption rigolote, et alors qu'en fait, c'est de la strat, quoi. C'est du branding, c'est un ton, des valeurs, une ligne éditoriale, graphique, enfin, c'est beaucoup de boulot. Après, j'avoue, au début, j'ai accepté des tarifs assez bas parce que j'avais tellement besoin mon objectif, c'était de rentrer à Bali au plus vite. Donc, j'ai un peu pris ce qui venait. Et puis, j'étais pas en position de chipoter, étant donné qu'il me fallait quand même des sous. Et donc voilà, j'ai commencé avec des tarifs assez bas. Et là, au fur et à mesure, j'augmente parce que, effectivement, c'est pas top, quoi, pour tout le travail produit. Ce serait bien si tu peux envoyer le lien vers les e-books que tu as vus. Ouais, je t'enverrai. Où trouves-tu tes clients? Alors,
Alors, je les ai trouvés sur les sites, mais c'est hyper facile, quoi. Il y a Malte, 404 Work, je sais plus, Finder. Il y en a plein des sites en ligne. Et en fait, tu crées ton profil avec tes compétences et tout. Et après, soit les clients te contactent, soit en fonction des missions proposées, tu fais une candidature, quoi, comme si tu t'envoyais un CV pour un taf normal. Et après, moi, c'est allé assez vite, hein, donc franchement, n'hésitez pas. Et sinon, il y a LinkedIn aussi. N'hésitez pas à mettre à jour votre profil, à ajouter tous les gens que vous connaissez et à poster que vous êtes freelance, machin, etc. Enfin, moi, j'ai eu un client comme ça, c'était un ancien prestat qui m'a écrit, il m'a fait une mission, je me suis fait 800 € avec 4 jours chez lui à refaire sa com. Donc, c'était plutôt cool. Donc, ça peut aussi marcher avec le réseau des anciens, quoi, des anciens collègues avec qui vous avez pu travailler et tout. Comment tu gères ton décalage horaire avec tes clients français? Du coup, ils savent que je suis dispo de telle heure à telle heure. Donc là, 7 heures de décalage, en gros, il est 16 heures ici quand il est 9 heures là-bas. Donc je leur dis de m'appeler avant midi s'ils ont des points. Et sinon, c'est du WhatsApp. Donc après, je peux répondre quelques heures après quand je me réveille. Ils peuvent m'écrire la nuit, il n'y a pas de problème. Mais ça se gère assez bien, quoi. C'est juste un mode de fonctionnement à avoir. Mais en vrai, il n'y a pas trop de soucis. Puis maintenant, avec tous les outils qu'on a, les Trello, les Slack, c'est toutes des plateformes en ligne d'organisation. Je pense que c'est une bonne question parce qu'en fait, en fonction aussi de quel mode de vie tu veux te construire, tu peux choisir ton lieu en fait où tu vas t'installer parce que là, le gros avantage, c'est que ça te libère quand même toi tous tes matins. Alors bien sûr, il y a du travail à faire de préparation pour ton activité, etc. Mais C'est sûr que je peux me lever à la cool, je peux me mettre à bosser. Enfin, je suis pas obligée d'être à 9 heures pétante devant mon ordi parce que j'ai une conf call ou un truc, quoi. À moins que j'ai prévu, mais enfin, tu vois, c'est vachement plus souple. Et puis, ouais, vous pouvez aller faire la fête le mercredi soir et, et ramasser un peu le jeudi matin, il n'y a pas de problème, personne ne vous voit, quoi. Donc ouais, c'est un peu. Enfin, la vie est tellement différente, quoi. C'est pas du tout la même chose, le rythme est pas du tout pareil. Mais finalement, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes et on s'adapte vachement mieux, quoi. Enfin, bon, après, encore une fois, c'est certainement des profils, des tempéraments et tout, mais ouais, c'est quand même stylé. Puis pouvoir aller faire du sport. Et moi, ce que je supportais pas en entreprise, c'était tout le temps de devoir me justifier, quoi. Ah bah j'ai rendez-vous chez le médecin, je suis désolée. Ah bah non, mais il faut que tu poses une demi-journée. Ah bah merci. Franchement, c'était hyper chiant et j'avais beaucoup de collègues mamans notamment. Et c'était tout le temps le stress entre les enfants, le truc, parce que si t'es pas là à l'heure, t'es hyper mal vu. Enfin, c'est très français, quoi. C'est un peu l'enfer. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Et j'ai une fille là que j'ai coachée. Parce que du coup, maintenant, comme moi j'ai beaucoup de questions, j'ai fait une offre de ressources pour devenir digital nomade. Donc, j'ai un e-book et une partie coaching aussi pour accompagner les gens qui ont envie d'aller plus loin dans le process. Et une nana justement qui est maman et qui, bon déjà personnellement n'en peut plus de son boulot parce qu'elle a envie de faire un truc qui fasse plus sens pour elle, mais aussi qu'elle puisse davantage profiter de sa famille et de de son fils, quoi. Et je pense que ces nouveaux modes de travail, c'est aussi vachement mieux et plus épanouissant pour l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Parce que là aujourd'hui, le rythme, notamment à Paris, après je parle de ce que je connais, hein, mais c'est certainement pareil ailleurs, mais c'est la course, quoi, en permanence et franchement c'est pas une vie, quoi. Donc voilà, là quand même j'ai une vie beaucoup plus slow, je suis moins stressée, je suis moins à courir partout, même si je bosse autant voire plus, c'est plus équilibré et j'ai moins l'impression de subir. Voilà. D'arriver à un moment et de ne connaître personne, déjà je pense que faut choisir un endroit où potentiellement tu peux être avec d'autres freelances et tout, au moins pour démarrer, c'est quand même plus motivant de rencontrer des gens qui sont sur les mêmes questions que toi par rapport au mode de vie, qui sont un peu sur les mêmes aspirations professionnelles, avec qui tu peux échanger sur ton mode de vie et aussi t'entraider, travailler ensemble. Et à partir de ce moment-là, franchement, c'est hyper facile parce que en fait, tout le monde est dans la même situation. Tout le monde est loin de chez lui, tout le monde est loin de sa famille, de ses potes et doit recréer un écosystème, des proches et tout. Et en fait, comme tu es à l'étranger, tu es vachement plus ouvert, quoi, et les rencontres se font beaucoup plus facilement et il y a plein de lieux pour ça. Tu vois, à Bali, franchement, même si j'ai mes potes maintenant que je vois régulièrement et tout, je rencontre encore du monde tout le temps, quoi. Et du coup, honnêtement, c'est vraiment pas compliqué, quoi.
C'est hyper facile. Et même les Indonésiens sont hyper conviviaux, hyper accueillants. Et il suffit que tu fasses 2-3 activités, genre tu vas surfer, tu vas boire une bière, un machin, tu rencontres du monde super facilement. Alors après, c'est peut-être pas la même chose partout, mais je pense que quand tu es tout seul aussi, tu es plus ouvert aux rencontres et ça se fait assez naturellement. Donc voilà. Mais c'est normal d'avoir peur. Après, moi, je suis partie, je me suis pas trop posé de questions. Et puis finalement. Après, si, ma première semaine à Bali, j'ai fait un surf camp. Comme ça me permettait de pas atterrir et de me retrouver toute seule. Et psychologiquement, c'était quand même plus rassurant, quoi. Donc, ouais, peut-être pour le début, être dans un truc un peu, voilà, avec du monde. Ah, et puis je pense que tu as peut-être des groupes Facebook sur lesquels tu peux te mettre aussi avant de partir, commencer un petit peu à poser des questions, etc. Je pense que ça va être... Oui, et puis Instagram aussi. Enfin, il y a beaucoup de. Finalement, quand tu es à un endroit qui est un peu autour de ton lifestyle, ton mode de vie et tout. Genre, typiquement, Bali, j'ai 40 000 personnes qui viennent, qui me suivent ou que je suis sur Instagram. Et en fait, on s'envoie des messages en mode ah, bah, ça te dirait de boire un coup. Et du coup, c'est hyper simple aussi par rapport à ça, quoi. Mine de rien, les réseaux sociaux, c'est aussi ça a aussi ça comme avantage. C'est que tu te fais des amis un peu virtuels et après, tu les rencontres. Bah, d'ailleurs, Marine, c'était ça aussi. C'est vrai. Donc voilà, et c'est cool parce que c'est pas du tout les mêmes personnes que tes potes en France avec qui bon, t'es devenu pote un peu par contexte. Là, c'est des potes un peu que tu choisis et qui te ressemblent, quoi. Et c'est cool parce que tu partages des vraies passions et un mode de vie aussi. Et c'est autre chose, quoi. C'est vachement cool. De la strate de com, de la rédaction web SEO pour des blogs, du community management, des relations influenceurs. Voilà, en gros, c'est ça. Des newsletters aussi, donc un peu de marketing produit, du storytelling. Voilà. Alors, par rapport à tes études, tu avais déjà travaillé dans le domaine de la com marketing. Je t'avais contacté par rapport à mes études de web design. J'aimerais me réorienter dans le marketing digital. Du coup, je ne sais pas par quel côté prendre alors, moi, on m'a demandé 0 diplôme. Hein. Franchement, c'est plus qu'est-ce que tu as fait avant là-dedans. Est-ce que tu as 2-3 références ou alors on te fait faire un test, mais si c'est concluant, bah, c'est bon. Après, oui, c'est vrai qu'en France, les entreprises sont vachement sur le diplôme, et quand tu es freelance, beaucoup moins, je trouve. C'est vrai. Ouais. On m'a pas... Après, j'ai indiqué, tu vois, sur mes profils que j'avais fait Sciences Po, mais je suis même pas... Il y a juste un client pour qui c'était génial, elle a fait Sciences Po, tu vas dépoter, ouais, super. Mais tous les autres, non, pas du tout. J'ai plus dû montrer que j'avais fait des choses dans ce domaine-là avant. Tu vois, par exemple, je bosse pour un restaurant de Pokéball à Paris. Je fais son Instagram. Et du coup, il a voulu voir ce que j'avais fait avant comme activité sur Instagram pour voir bah, si c'était bien, tu vois. Mais en vrai, il m'a pas du tout demandé de diplôme ou quoi que ce soit pour le coup. Donc voilà. Alors, quand tu dis que le client a regardé ce que tu faisais sur Instagram, ça veut dire que tu as montré les comptes que tu gérais à l'époque ou ton compte perso? Bah, les deux. Les deux. Par exemple, pour les pokés, tu vois, je lui ai dit, bah, l'esprit tropical, c'est un peu ma vie. Donc voilà, je connais, j'ai été à Hawaï, j'ai montré un peu mon compte Instagram et tout. Et puis des comptes que j'avais déjà gérés pour des villas à Bali, parce que je bosse avec un pote ici à Bali sur des villas. Donc il a vu et il m'a dit, ah, mais il n'y a pas beaucoup de followers parce que je venais de commencer. J'ai dit, oui, non, mais je viens de commencer. Donc voilà, il a fait, ok, bon, on teste. Et puis en fait, c'était bon. Mais bon, c'est vrai que j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de références, hein, vraiment. Donc voilà, c'est un peu qui est tout double. Si le client veut bien tester avec toi. Et, non, et enfin, tu vois, ils sont assez cool, quoi. Ils ont bien tenté l'expérience, ils ont un bon feeling avec toi. Et alors, pour quelqu'un qui vient d'être diplômé, alors moi, je sais que j'aurais pas pu juste après mon diplôme, mais parce que j'étais tellement dans des études théoriques que j'avais jamais rien foutu, quoi, en vrai. Mais si toi, tu te sens capable et que tu as déjà potentiellement fait un peu ou que ouais, tu as déjà un peu d'expérience parce que tu as fait des stages et que tu te sens de te lancer, je pense que c'est complètement possible. Ouais, puis pour parler de mon expérience juste rapidement, je pense que c'est pas une obligation de faire tout d'un coup en fait. C'est un peu l'avantage de ces statuts-là, c'est que tu peux commencer, tu peux prendre un petit contrat, un CDD ou même un CDI avec quelques heures, 15 heures par semaine, si tu trouves dans ton domaine pour avoir une espèce de stabilité, créer ton statut d'auto-entrepreneur depuis chez toi, depuis là où tu te sens encore avec tes repères, et puis transitionner au fur et à mesure aussi. C'est possible, je pense. Les vaccins, bah, j'avais fait pas mal de vaccins pour mon tour du monde. C'était encore valable pour Bali, là, notamment la rage et tout. Après, tout dépend dans quel pays vous allez, en fait. Ça, c'est
encore un truc administratif à gérer avant le départ. Mais oui, vaccin, ouais, clairement. Et pour le logement, si, j'ai un contrat de location. Là, ma maison, je l'ai pour 1 an. En fait, à Bali, tu payes ton loyer 1 an à l'avance et tu as la maison pour 1 an. Donc, j'avais déjà fait ça l'année dernière avec une copine. On avait pris une maison à 2 et là, j'ai pris une maison toute seule. Et le loyer pour 1 an, c'est 4 800 €. Donc, voilà. Et j'ai 2 chambres. Donc, en plus, je peux sous-louer la deuxième. C'est plutôt chouette. Il y en a qui veulent aller voir Margot. Ouais, si vous voulez venir, il y a une chambre à dispo. La déco est très sympa. Il y a des lits king size, déco balinaise, très sympa. Et mon mec donne des cours de surf en plus, donc voilà, et on pourra aller faire du yoga et travailler ensemble après. Le 6 mars, c'est bon. Il y a des réservations qui commencent. En termes d'assurance, alors justement, comme je rentre tous les 3 mois, je fonctionne sur la visa premier, l'assurance visa premier. Après, je pense qu'en vérité, c'est pas suffisant parce que si j'ai un accident de scooter ou quoi, enfin, je sais pas exactement, il faut que je me renseigne. Vous avez compris que j'étais complètement à l'arrache sur l'administratif. Donc, ouais, je pense que je vais à terme prendre une assurance complémentaire voilà, parce que bon, je roule en scooter, des accidents tout le temps ici, je fais du surf, enfin, j'ai quand même une routine un peu à risque. Donc, je vais essayer d'étudier un peu les choses et je pense que je ferai un article du coup sur mon blog là-dessus parce que c'est vrai que c'est une question qui est importante quand on voyage. Si vous avez des questions là-dessus, Noriane et Jérémy, n'hésitez pas parce que Get Ready, du coup, on bosse avec Chapka, on est en partenariat avec eux. Et puis, je les ai choisis eux parce que je sais que c'est une assurance qui fonctionne bien. Donc voilà, on pourra en reparler, n'hésitez pas après, hein, s'il y a des questions très techniques sur la Moi, c'est ce que j'avais pris pendant mon tour du monde, Chapka. Ouais. Et puis si après, vous avez des choses plus perso à évoquer, on peut aussi se contacter en privé. Tu veux nous dire juste en un mot peut-être ton coaching, comment ça fonctionne? Oui, alors en fait, donc on fait un premier point par téléphone où la personne m'explique son profil, ce à quoi elle est confrontée en termes de problématiques, ce qui bloque un peu. Et après, donc moi, je lui envoie ce que j'ai appelé des worksheets. En fait, c'est 10 pages de questions sur des volets, toi qui t'es, quelles sont tes envies profondes, tes valeurs, tes machins, voilà. Deuxième partie, plus sur le boulot. Donc, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu as envie de faire, quelles sont tes qualités, tes défauts, qu'est-ce que tu penses pouvoir être rémunérateur pour toi, valorisant pour une entreprise. Voilà. Et il a un troisième volet sur plutôt les points bloquants. Donc, si tu as des peurs spécifiques, peur de l'échec, peur de te retrouver tout seul, peur de machin, enfin, plein de choses. Et en fait, à partir des réponses, qui en fait, à chaque fois, les gens me disent « Ah, c'est marrant, ça m'a permis de poser un peu tout, me poser vraiment des bonnes questions et tout ça, et ça m'a déjà fait avancer rien que de répondre aux trucs. » Et après, donc moi, je fais un débrief des réponses, et on se recontacte avec la personne pour justement faire un état des lieux et faire un petit pas à pas de c'est quoi les next steps à faire pour arriver à ton objectif. Et ça ne s'arrête pas là. Après, si la personne a besoin que je check, par exemple, le profil pro sur les sites de freelance, ou si la personne se crée un site web professionnel, si elle a besoin d'aide sur les textes, ou des choses, pas mal de choses comme ça. Le personal branding aussi, parce que quand tu es freelance, il faut quand même se vendre. Donc, si la personne a envie de créer un compte Instagram pro, aussi comment faire. Enfin, il y a pas mal de... Tout dépend, quoi. Tout dépend de la personne, mais voilà, c'est des choses que j'ai proposées parce qu'en fait, j'avais beaucoup de gens qui me proposaient « Est-ce qu'on peut se boire un café? Est-ce que je peux t'appeler ?» Et en fait, au bout d'un moment, ça me prenait trop de temps et du coup, je me suis dit « Bon, s'il y a un vrai besoin et si je peux apporter quelque chose, autant que j'en fasse un coaching et puis voilà. » Et alors, ça fonctionne comment l'offre de coaching? Alors, c'est sur mon blog, en fait, tu peux aller voir et c'est un tarif unique à 45 €. Et dedans, en plus, il y a mon e-book offert. Donc, dans mon e-book, il y a toute la partie administrative qui est répertoriée, donc toutes les étapes quand tu crées ton statut de micro-entrepreneur. Voilà, je l'ai fait il y a 6 mois, je ne me sens plus très bien, mais ouais, il y a un peu tout qui est compilé. C'est un peu ma bible de comment j'ai commencé. Donc, voilà. Ça t'intéresse, pareil, on peut en parler sans problème. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je vous laisse peut-être une minute ou deux pour taper des questions si vous en avez encore. Et puis après, on fera un petit résumé de qu'est-ce qui se passe après et puis quelles ressources et comment on peut communiquer. Cool, merci. Et de rien. Et écoutez, je crois qu'on arrive à l'heure. Ça passe vite.
Je sais qu'il y en a qui… Bah, Sarah a dû partir, elle avait un truc après. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on va conclure ici. Moi, je vous enverrai à tous un email après. Là, j'ai enregistré le webinaire, donc je vous partagerai l'enregistrement si jamais vous avez envie de le regarder ou même de le partager avec des gens. Il n'y a pas de souci. Dans cet email, je vous mettrai des contacts. Je vous mettrai le contact de Margot, évidemment, son site web. Margot, si tu as des ressources que tu veux partager avec les gens, je peux aussi les inclure à l'email. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, pour le prochain webinaire, on fera ça. Normalement, ça sera dans 2 mois, puis ça sera sur la mobilité internationale. Enfin, on n'a pas encore quelle est la date. Donc, c'est avec Ronan, d'ailleurs, qui sera là. Mais je pense qu'on sera sur cette période d'ici un mois et demi. Et puis voilà, donc ça sera sur les différentes options pour partir à l'étranger. Ça sera assez complémentaire finalement. Ça pourra répondre à certaines de vos questions. Le prochain stage, comme j'ai dit, Get Ready, ça sera fin février. Donc je vous mettrai quelques infos dans l'email également. Je voulais te remercier, Margot. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci tout le monde pour vos gentils petits mots, ça fait trop plaisir. Et puis, si vous voulez suivre Margot sur les réseaux sociaux aussi, elle a un site web, c'est Sport & Sand, c'est ça, Margot? Donc voilà, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vous mettre directement le lien en fait de son site web dans le chat, comme ça vous pouvez directement aller jeter un coup d'œil. Hop, voilà. Écoutez, à très bientôt tout le monde. Encore merci Margot. Passe une bonne soirée à Bali et puis profite bien pour nous. Va boire une bitang. C'est ça, bitang. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Salut.